Ouvrez les yeux juste. Ouvrez un peu les yeux en fait. Des gogoles, peut-être des gogoles. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlée sur le bûcher. Mais réveillez-vous, tout est calculé. Pour qu'il y ait des complotistes, comme disait ma grand-mère, il faut qu'il y ait des comploteurs. Tout est faux et planifié à l'avance. Excuse-moi, mais il faut être borne de l'œil dominant pour pas le voir. Et alors là, il me disait que j'étais vraiment un mouton, que j'avais plus de cerveau et que je faisais partie d'une expérience de manipulation de masse. On a touché le fond. Hein. À un moment, je voulais plus la voir. J'avais plus de mère. C'est horrible de s'entendre dire qu'on veut du mal aux enfants, quoi. Mon Dieu, mais jusqu'où ça va aller ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Perrine Bontemps et vous écoutez Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch qui donne la parole à celles et ceux qui subissent le complotisme au quotidien. Ce nouvel épisode est un peu spécial. Il est découpé en 2 parties. Vous y entendrez l'histoire de Noémie Montagne, ancienne compagne de Dieudonné. À 48 ans, elle raconte sa relation avec l'humoriste, plusieurs fois condamné, notamment pour incitation à la haine, négationnisme ou apologie du terrorisme. De 2006 à 2020, elle partage sa vie et gère plusieurs de ses sociétés. Ensemble, ils ont eu 4 enfants. C'est en 2020 que Noémie Montagne quitte officiellement le Polémiste. Depuis 2 ans, elle a déposé plusieurs plaintes contre son ancien compagnon pour escroquerie, harcèlement et détournement d'actifs d'une société. Sur son compte Twitter, elle publie régulièrement des fragments de leur vie en commun afin de dénoncer l'emprise dont elle dit avoir été victime et les agissements de Dieudonné. Elle nous livre un récit inédit sur cette période de sa vie et sa reconstruction depuis leur séparation. Récit qui permet d'entrevoir certains éléments de la personnalité du polémiste. Je suis originaire de Bordeaux. J'ai ma famille qui est dans la région, une famille nombreuse avec des frères et sœurs et des nombreux cousins-cousines. J'ai fait mes études donc au lycée Camille Jullian en arts plastiques, parce qu'on me disait que je dessinais bien. De là, j'ai aimé chanter au conservatoire. Donc c'était un milieu qui m'attirait énormément. Le théâtre aussi. J'ai fait l'Académie des Beaux-Arts. J'ai commencé à donner des cours de dessin. Mais tout ce qui était milieu des professeurs, ça me plaisait pas du tout. Donc j'étais ensuite assistant informatique dans un collège. Et en parallèle, j'ai mis l'infographie, parce que ma formation de base, c'était le dessin. Et je me suis formée toute seule, donc je faisais des affiches, des choses comme ça. J'étais assez instable émotionnellement dû à des choses de mon enfance qui m'ont construite ainsi. À 18 ans, Noémie Montagne donne naissance à son premier enfant. Et à 24 ans, elle accouche de son deuxième. Sa rencontre avec Dieudonné n'a lieu que plus tard, en 2006. À l'époque, il est l'un des humoristes les plus connus, mais aussi l'un des plus controversés en France. Après avoir lancé sa carrière aux côtés d'Elie Moon dans les années 90, il joue en solo à partir de 1997. Au début des années 2000, certains de ses propos commencent à faire polémique. Alors qu'il demande des subventions au CNC pour l'écriture d'un film sur l'histoire de la traite négrière, il se les voit refuser. Il accuse alors, je cite, « les sionistes du CNC de pratiquer 2 poids 2 mesures ». Ces propos seront qualifiés d'antisémites par plusieurs associations, notamment la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, et la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, la LDH. Mais l'humoriste ne s'est pas arrêté là. On ne peut pas plaire à tout le monde, spécial rire. Lundi soir à 20h50 sur France 3, on devait donc beaucoup rire à la base. Il y avait tout pour, Jamel et les nuls entre autres, et parmi les invités, Dieudonné. Il était censé faire une surprise à Jamel, mais c'est en juif orthodoxe encagoulé qu'il a fait son entrée sur le plateau 1 heure après le début de l'émission. Vous trouvez judicieux d'offrir la parole à ce moudjahidine du rire? Le ton est vite donné, le sketch vire à la tribune. Et essayez de vous ressaisir, rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste. Des propos engagés, des sourires de plus en plus forcés et le malaise grandissant de Marc-Olivier Fogiel, plutôt blême à l'antenne. Il se revendique dès lors comme un provocateur et surenchérit. En 2005, époque à laquelle il s'est déjà rapproché du polémiste d'extrême droite Alain Soral et de la mouvance négationniste, il introduit la quenelle dans un de ses sketchs. Ce geste revêt pour beaucoup de ceux qui l'exécutent une connotation ouvertement anti-juive et transgressive. Dieudonné l'utilise depuis régulièrement
notamment lors de ses prises de parole politiques. C'est donc dans cette période que Noémie Montagne croise la route de Dieudonné. J'ai rencontré Dieudonné à la gare de Bordeaux. Je venais de fêter mes 30 ans, donc je suis née le 15 février, donc ça devait être le 17 février. Et j'étais toute seule, je devais aller chercher ma fille chez sa grand-mère paternelle. Et je l'ai croisé, j'ai croisé Dieudonné tout seul. Je ne savais pas comment il s'appelait. Je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que je le connais. On s'est croisés, je suis allée m'asseoir. Et Dieudonné est arrivé vers moi, directement comme ça. Il a fait demi-tour et il est venu me parler, sans forcément... je pensais que il me draguait pas, hein, puisque j'ai pas eu ce sentiment. Il m'avait laissé son nom sur un papier avec son numéro de téléphone. Et j'avais vu Dieudonné, je lui ai dit, mais c'est quoi ton vrai prénom, comme plein de gens, hein. Il m'a dit, c'est Dieudonné. J'étais d'accord. Et après, oui, j'ai compris que c'était Élie et Dieudonné. Mais je ne regardais pas à l'époque, moi je regardais les inconnus. Donc Élie et Dieudonné, je connaissais pas, vraiment. Et il m'a invité à voir son spectacle à Paris. Et comme j'y allais régulièrement, j'y suis allée. Il est venu me chercher. Et c'est là où il m'a embrassée comme ça d'un coup, sans que je me rende compte forcément qu'il s'intéressait à moi. De cette façon, en tout cas. C'était naïf. Sur le moment... ça m'a fait rire, parce que j'ai dit, oh là là, Noémie, qu'est-ce qui t'arrive encore? Et donc je l'ai suivi. Après on allait au théâtre, on a mangé dans un restaurant, là, je me souviens. Et en fait c'était comme si déjà j'avais l'impression que c'était un peu irréel. Déjà j'étais à Paris, sur la moto avec Dieudonné, c'était c'est assez marrant en fait de vivre ce genre de choses. Après... les choses sont allées assez vite parce que je suis allée le voir une deuxième fois à Paris et tout de suite il m'a fait garder ses enfants. Et là je me suis dit mais il me fait super confiance. Donc je l'ai pris comme ça. Je me suis dit c'est quand même assez exceptionnel. Enfin pour moi en tout cas c'était exceptionnel. Et donc il y a eu ce truc de confiance où j'ai cru en tout cas très très rapidement, extrêmement rapidement même. Et il faisait bien un peu sous tout rapport à ce niveau-là, puisque je ne savais pas exactement ce qui se passait dans sa vie, puisque Dieudonné ne se confie jamais, il me parlait jamais de son ex-femme, sauf pour me dire qu'elle était dépressive et qu'il avait peur qu'elle se suicide. Aujourd'hui, ça fait écho avec ce que j'ai vécu, et surtout que j'ai eu des contacts avec elle depuis ma séparation. Noémie Montagne dénonce aujourd'hui l'emprise exercée par son ancien compagnon. Au fil de son récit, certaines situations font écho à ces mécanismes de violence psychologique. Dans sa famille, les réactions suite à sa mise en couple avec l'humoriste controversé sont rares. Certains proches décident tout de même de couper les ponts avec elle. Alors dès le départ, donc je suis allée au théâtre, donc une ambiance plutôt sympa, les gens viennent pour rigoler, donc c'est quand même assez chouette comme démarche. Le théâtre, c'est le théâtre de la Main d'Or, à Paris. Dieudonné a géré ce lieu de 1999 à 2018 et s'y est produit durant toute cette période. En 2006, son spectacle était Dépôt de bilan. En voici un extrait, dans lequel il joue les dernières heures de la vie d'Hitler. S'il tombe sur le moindre de mes restes, une vertèbre, il est capable de se la monter en pendentif. Alors l'idée de terminer à côté d'une étoile de David, t'as compris, c'est pas mon truc. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais arrête tes conneries, c'est de ma faute, je sais que c'est de ma faute. C'est moi. À la fin, j'ai été trop tendre, je me suis ramolli, puis c'est tout, c'est mon côté poète. Et tu verras, l'avenir me présentera comme un modéré. Tu verras, Goebbels. Et donc le théâtre était très très sale au niveau du bar, mais c'était assez original aussi. Et je sentais aussi beaucoup d'abandon de plein de choses. Un moment, le barman, si on peut appeler ça comme ça, qui était un vieux monsieur, était absent, donc je me suis mis derrière le bar. Ça a commencé comme ça, et j'ai vendu quelques boissons. Et à la fin, j'ai donné l'argent à Dieudonné. Et là, il me dit, mais comment ça se fait que tu me donnes tout ça alors que d'habitude, j'ai rien, pratiquement. Enfin, voilà. La recette avait
été monté par 10, je crois. Et donc il a viré du jour au lendemain le barman. Et c'est comme ça qu'il m'a dit tu t'as qu'à t'occuper du théâtre. Donc moi j'ai dit super. C'est comme ça que j'ai fait venir des musiciens. Il y avait un piano à queue, donc moi j'aimais beaucoup tout ça. Donc on faisait des soirées jazz. Voilà, moi c'était plus le rôle que j'avais au début. Et pendant ce temps, au début on habitait dans la rue pratiquement du théâtre. Et après il m'a dit écoute, il faut qu'on aille vivre dans son ancienne maison avec son ex-femme, mais elle y habitait toujours, et moi il était hors de question que j'habite dans cette maison, pour moi c'était affreux. Donc on a habité dans les bureaux, dans le siège social de la société de Dieudonné, qui était Boni Production, qui est devenue ensuite Production de la Plume. Mais tout ça s'est fait, on peut dire, un peu rapidement, et en même temps, c'est insidieusement, on va dire, parce que 2006, je rencontre Dieudonné. 2007, j'ai accouché de Plume. Et en 2008, je crois, on est parti habiter à 1 heure de Paris. J'avais pas le permis de conduire, en pleine campagne. Et j'étais enceinte après, coup sur coup, pendant 4 ans. Et c'est là où il m'a dit t'as qu'à monter société, t'inquiète pas, il y aura les avocats. Mais j'avais jamais monté de société, quoi. Donc c'est arrivé comme ça, tout doucement. Toujours dans l'optique de la famille. C'est comme ça que ça a démarré, en fait. En fait, le fait d'être enceinte, déjà, on est dans une autre dynamique aussi. J'ai perdu ma mère en 2008, ouais c'est ça, j'étais enceinte de mon fils, ou en 2009, début 2009, je sais même pas, vous voyez, les dates c'est très compliqué pour moi. Et donc il y avait une logique aussi pour moi de vie en fait, de me dire j'ai perdu ma mère mais je vais faire des enfants, la vie, voilà, il y a une espèce de dynamique qui se met en place de survie, parce qu'il faut, et en même temps il y avait aussi le côté où je voyais que Dieudonné était très mystérieux, secret, et qu'il mentait déjà, je m'en étais rendu compte. Mais il me disait oui mais laisse-moi le temps, etc. Et comme je me suis dit mais il était quand même marié pendant 17 ans, il a eu 3 enfants, non c'est pas possible, ça doit être quelqu'un de bien. Bon, là je me suis trompée. En parallèle, et assez rapidement, Noémie Montagne se rend compte que Dieudonné n'est pas un humoriste comme les autres. Alors, effectivement, donc je me suis rendu compte qu'il y avait des polémiques, et la première fois j'ai entendu parler de sionisme, et je n'avais jamais entendu ce mot, sionisme. D'ailleurs j'ai encore du mal aujourd'hui à bien définir ce que c'est, j'ai essayé de me concentrer, je sais waouh c'est quoi. Comme il y avait encore beaucoup de gens au théâtre qui le soutenaient, et des artistes, donc ça se mélangeait à tout ça, et je voyais pas la gravité de la chose, quoi, pas du tout. La première sensation que j'ai eue, je me suis dit la honte, c'est pour la liste antisioniste. En 2009, à l'occasion des élections européennes, Dieudonné monte la liste antisioniste, avec Alain Soral. Composée de 26 noms, en grande partie des membres de son entourage, on y retrouve par exemple Yahya Gouazmi, fondateur du parti antisioniste et du centre Zara, ou encore l'influenceur complotiste Christian Cotten. Par la suite, cette liste est fortement soupçonnée d'avoir bénéficié de financements étrangers, iraniens plus exactement, ce qui est strictement interdit dans le cadre d'une campagne électorale. Non, alors j'ai été très vigilant. Nous avons été, moi et l'équipe de campagne, extrêmement vigilants sur le fait qu'il n'y a absolument aucun antisémite dans la liste. Vous pouvez le constater par vous-même, il y en a. Mon intention reste la même depuis le départ, et je me suis entouré de gens extrêmement motivés. Alors moi je l'explique avec mes mots, mais l'idée de glisser ma petite quenelle dans le fond du fion du sionisme est un projet qui me reste très cher. J'étais enceinte, et je me souviens, j'étais au théâtre, il y avait plein de gens avec, je sais plus qui c'était ces gens, où je pouvais même pas les approcher, parce qu'il fallait pas les approcher, parce que les femmes, elles devaient pas toucher, enfin bref. Donc déjà des trucs surréalistes pour moi, mais bon, je le laissais, puisque pour moi, c'était Dieudonné, il fait ses trucs,
moi j'ai pas à intervenir, je suis pas lui. Et donc ils faisaient leur liste, et apparemment, si mes souvenirs sont bons, il fallait un homme, une femme, un homme, une femme. Et bien sûr, il manquait une femme. Et donc Dieudonné, il me dit ça te dérange si je mets ton nom sur là, il nous faut une personne de confiance et qui va pas nous piquer la place, parce qu'il se croyait élu déjà. Et j'ai dit non, je m'en fous, vas-y, mets mon nom. Et voilà. Et là, quand un copain à moi m'a dit Noémie, il y a un tract dans ma boîte aux lettres, qu'est-ce que tu fous sur la liste? Et là, je me suis dit, mais la honte quand même, qu'est-ce que je fais là, moi? Voilà, mais c'était trop tard. C'était trop tard, j'étais mais je suis sur cette liste-là. Et ça, c'est un peu la honte quand même. Encore aujourd'hui, je suis là, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis vraiment nulle, quoi, d'avoir fait ça. Mais oui, j'avais honte assez rapidement, puisque c'était dans la boîte aux lettres, et j'étais là, ouais, la honte. Mais en même temps, il y avait tellement de choses que ça passe, voilà. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est pas un truc de plus que j'ai fait qui va changer quelque chose. Voilà. Et je pensais pas que ça resterait collé un peu à moi après. Mais finalement, ça ressort plus aujourd'hui, pour moi, qu'à l'époque. C'est aujourd'hui que je me dis que quand on prend conscience de ce genre de choses, pour moi, c'est violent, en fait. Après la naissance de Plume, leur fille aînée, Dieudonné propose à Noémie Montagne de la faire baptiser. L'organisation de la cérémonie a été gérée par Marie Chatillon, ex-femme de Frédéric Chatillon. Ce dernier est un militant d'extrême droite, proche de Dieudonné et de la famille Le Pen. Il fut président du groupe Union Défense, aussi appelé le GUD, pendant ses études. Aujourd'hui, c'est le patron de l'agence de communication Riwal qui offre notamment ses services au Rassemblement national. Le parrain de Plume ne sera autre que Jean-Marie Le Pen. Il est toujours avec des coups, des machins, donc c'est plutôt, à la base, provocateur. Je voyais pas non plus le lien, alors qu'en fait, il était très ancré déjà avec Chatillon. Et donc, moi, pareil, oui, vas-y, si c'est... J'avais pas capté l'impact, et même sur ma fille, aujourd'hui. Je réalisais pas, en fait. Ça aussi, c'est un truc, c'est un regret. Je me dis, même si j'ai rencontré plusieurs fois Jean-Marie Le Pen et Jeannie Le Pen, comme ça, en enlevant tout ce qui est politique, et c'est des gens voilà, qui sont gentils. Alors ça peut choquer, mais je comprends. Mais moi, je voyais pas le côté, tout ce qui était politique et tout. J'ai commencé à sentir vraiment de la haine au niveau racisme avec les négationnistes, vraiment. Et là, j'ai fait... Alors, j'ai aussi rencontré des gens qui détestaient les Noirs. Par exemple, j'ai entendu au théâtre, avec les gens d'ER, Égalité et Réconciliation de Soral, oui, mais Dieudonné, s'il est intelligent, c'est parce que sa mère est blanche. Mais c'est tellement n'importe quoi que... Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais pas débattre, moi. Enfin, déjà, je débat pas, mais... Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Mais il y a de tout. Donc c'est soit les Juifs, soit les Noirs. Alors il y en a, c'est les Arabes. Et puis, tout le monde est autour de Dieudonné. Et c'est ça qui est fou. Je me dis, mais il y avait autant l'extrême gauche que l'extrême droite. Et lui, il se faufile là-dedans. Du coup, les gens s'embrouillent, mais c'est jamais la faute de Dieudonné. Parce que, en fait, c'est le caméléon. Le polémiste multiplie les provocations, notamment en s'affichant ouvertement aux côtés du négationniste Robert Forisson. Et après, ça commence à se détériorer petit à petit, parce que les gens commencent à plus venir le soutenir, et puis après c'est remplacé par les gens de l'extrême droite, après il fait venir Forisson, et il donne un rôle à Forisson dans les films, et il fait des émissions avec Forisson au théâtre. Donc là, moi, j'allais plus au théâtre après. Robert Forisson est un professeur de lettres modernes qui s'est fait connaître du grand public pour son négationnisme à la fin des années 1970. Il fut condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale et contestation de crimes contre l'humanité. Au début des années 2000, il connaît un regain de notoriété aux côtés de figures d'extrême droite. Dieudonné sera d'ailleurs condamné pour injure antisémite à 10 000 € d'amende, après avoir fait venir Robert Forisson sur scène pour la dernière de son spectacle « J'ai fait le con » au Zénith de Paris en 2008.
Le prix de l'insolence et de l'infréquentabilité lui avait alors été remis par le régisseur de Dieudonné, Jackie Sigaud, déguisé en déporté. Je vous demande d'applaudir Monsieur Robert Torisson. Vont retentir, vous verrez dans les médias dès demain matin, peut-être même jusqu'assez loin. Robert, je crois que vous méritez bien ce prix. Alors, le sketch ne serait pas complet si Jackie, je vais demander à Jackie, mon fidèle technicien, de venir remettre à Robert le prix de l'infréquentabilité et de l'insolence. Jackie, dans son habit de lumière, photographe, il y avait trop Soral qui commençait à grossir aussi en même temps, parce qu'ils se servaient les uns des autres. Et Dieudonné, on avait voulu dire, mais qu'est-ce que tu fais avec Soral? Parce que moi, je comprenais pas, vraiment, pourquoi... comme je voyais pas le côté politique, et qui cloisonnait tout ce qui était avec Soral, j'étais, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas qu'il emmène que des problèmes. Mais c'est normal que je voyais pas, et qu'il s'en est jamais séparé, c'est parce qu'en fait, il adhérait aux idées de Soral. Alain Soral, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois dans Réveillez-vous, est un polémiste d'extrême droite, fondateur d'Égalité et Réconciliation, et condamné à de multiples reprises, notamment pour injures raciales ou antisémites, apologie de crimes de guerre et contre l'humanité, et négationnisme. Là, j'arrête simplement, excusez-moi, parce qu'on est en train de regarder... C'est pas pour nous. Apparemment, ça nous est pas adressé, ce qui est quand même étrange. Alors moi, je voudrais m'adresser à nos frères non-juifs, à nos sœurs non-juives. On est nombreux. 99% de la population. À peu près, mais... Il est gentil, je crois que ça. Ouais. Mais par contre, on ne peut pas faire ce qu'il fait. On peut pas se mettre sur une place et dire « Mes frères non-juifs, mes frères non ». Sinon, Valls, il veut pas de ça. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça, regardons. Mon discours va être sans langue de bois. Je ne vais pas vous vendre du rêve. C'est la réalité aujourd'hui en France. Vendre du rêve. Il a des morts. On sent la formation commerciale un peu. Hein, c'est vrai. On va voir s'il est bon vendeur. Il va peut-être nous vendre des tapis ou autre chose, ou peut-être un placement, on ne sait pas encore, on va voir. Mais ça, pour moi, comme Dieudonné, comme le dit Elie Semoun dans son interview de Guillaume Play, comme c'est flou et qu'il donne jamais vraiment... on a l'impression soit il rigole, ou on ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec Dieudonné. Donc on est toujours dans le doute. On se dit, bon, quand même, il pense pas à tout ça. Dieudo, je l'ai connu, il vendait des bagnoles, c'était un commercial. Donc parfois, j'ai l'impression qu'il continue, quoi. Il surfe sur le truc qui marche bien. Est-ce qu'il pense réellement ce qu'il dit? Je sais pas, il faut lui poser la question. Mais vous n'aurez jamais de réponse, hein. Il nous répondra pas à ça? Non, rien n'est... Je sais même pas s'il fait des interviews. Rien n'est clair d'ailleurs, avec lui. Ah ouais? Je dis ça sans mauvais jeu de mots. Je sais pas quand il est sincère, en fait. Depuis cette interview, sur le média digital Légende, publié le 3 avril 2024, Dieudonné a fait valoir son droit de réponse. Il a donc eu son propre entretien avec Guillaume Play, qui a été rendu public le 1er septembre dernier. En voici un extrait. Mais est-ce que toi, tu es antisémite? Pas du tout. Tu vois, c'est une question... Déjà, je vais te dire pourquoi je le suis pas. Bon, déjà, j'ai pas le temps. Mais au-delà de ça, c'est pas drôle. Puisque c'est bête. Et ça ne fait pas rire. Et donc, je n'ai jamais été antisémite. Alors, là, je le sais d'autant plus... Tu l'as été peut-être plus pendant un temps? Non, j'étais dans Parfois, faut mieux dire. Non, mais j'ai été dans la réponse. J'ai été dans la réponse et j'ai été outrancier dans mes réponses. C'est-à-dire que je me suis laissé... je me suis laissé aller à la provocation qui était en face. Bon, je pense que je n'ai jamais été habité par la haine envers quiconque. Au fil des années, Noémie Montagne commence, elle aussi, à intéresser la presse. Certains articles la dépeignent comme celle qui, je cite, participerait en effet activement à sa petite entreprise, qui semble tenir les cordons de la bourse, l'épouse du chantre de la quenelle, ou encore, elle est décrite comme peu sûre d'elle, et fuyant les médias comme la peste.
Donc ça donnait raison à Dieudonné quand il me disait oui, mais s'il t'attaque à toi, c'est pour m'atteindre à moi. Et je dis oui, mais tu me défends jamais. Jamais il m'a défendu de quoi que ce soit. Jamais. Même en interne. Et effectivement, après, c'est moi qui prenais les réflexions et j'étais considérée même certains membres de son entourage, Noémie, l'ennemi en fait. C'est à cause d'elle que Dieudonné est comme ça. Elle nous empêche de le voir. Et donc, il y a eu des diffamations. J'étais devenue Noémie Berg, pour certains, donc juive. Pour d'autres, j'étais devenue une actrice porno, ce qui est aberrant. Actrice porno. Et ce qui m'a fait mal, c'est que plus tard, il y a des gens que j'aimais beaucoup qui sont venus me dire « Mais Noémie, c'est vrai, t'as été actrice porno ?» Et j'avais envie de pleurer. Je disais « Mais à la fin, il y a des gens qui pensent ça. » Donc ça fait mal, en fait. Et Dieudonné, lui, toujours... voilà, c'est pas grave, c'est parce qu'ils veulent m'atteindre à moi. Il est centré sur lui, de toute façon, c'est le narcissisme puissant, là. Déjà, je pense qu'à l'origine, je suis un peu dans mon monde. Donc il y a un côté peut-être un peu détaché de plein de choses. Et avec Dieudonné, ça s'est empiré. Je me suis carrément déconnectée pour survivre. Enfin voilà, j'avais l'impression que j'étais morte à l'intérieur, tout en faisant plein de choses finalement, où on a l'impression que justement on est très en vie. Et je me suis dit, je peux pas rester toute ma vie avec un homme comme ça. Donc il y a quand même une conscience qui est là, mais l'épuisement fait que... et puis avec tous ces enfants, c'était compliqué. Mais je me disais, mais ça va mal finir. Je pensais même que j'allais mourir. Ça, c'était après ma fille Zoa. En 2010, elle est née. Et d'ailleurs, j'ai fait un burn-out quelques temps après. Donc on est conscient, on peut plus arrêter la machine. Moi, je pouvais pas dénoncer quoi que ce soit, parce que déjà, j'étais pas consciente de tout. Je suis restée avec moi-même, donc je me suis enfermée. Je me suis déconnectée. Et j'ai dit, bon, allons-y. Maintenant, c'est à la vie, à la mort. À cette période-là, Noémie Montagne tente, une première fois, de quitter le père de ses enfants. Pour la retenir, Dieudonné la demande en mariage. Dont l'Église est aujourd'hui le témoin officiel et le garant. Voilà donc averti, chère Noémie, cher Dieudonné, de la parfaite validité et de la dignité de ce sacrement du mariage chrétien que vous allez recevoir dans quelques instants. Donc là, comme il a vu que je voulais partir, il m'a fait le grand jeu en fait. Enfin, sauf que c'était un faux mariage. Et pour couronner le tout, il savait que j'aimais pas Soral. Il prend Soral en témoin. En fait, Dieudonné, il va jamais frontalement, parce qu'il y a une espèce de lâcheté, mais par contre, la perversion fait qu'il fait tout comme ça. C'est-à-dire que Soral sera mon témoin. Alors ce mariage, qui était donc un faux mariage, a été organisé à Saint-Lubin-de-la-Haye, donc dans les bureaux. Il y a beaucoup de place, hein, c'est très très grand. Et Dieudonné, je sais plus comment, il y a eu un espèce de prêtre. Alors à ce moment-là, moi, je croyais pas en Dieu, enfin, je croyais en Dieu, mais très très loin. Je suis pas catholique de culture, on va dire. J'étais plutôt élevée chez les protestants évangéliques. Et donc, Dieudonné, quand il parle de ce mariage-là, catholique, ça me dérange pas, puisque ça me... Enfin, encore une fois, j'ai une espèce de distance avec tout, et je dis oui à tout, finalement. Donc, je dis, bah vas-y. Hein. Donc, il y a un curé qui vient. Bon, déjà, il avait des enfants, donc c'était pas vraiment un curé, parce qu'il a été payé quand même. Et lors de ce mariage, il a dit, bah on va le faire le jour du bal des quenelles. Le bal des quenelles est un rassemblement annuel et payant, organisé à partir de 2009 par Dieudonné et les Productions de la Plume, l'une des sociétés gérées par Noémie Montagne. L'événement, à l'ambiance festive, soutenu notamment par Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral, devient le rendez-vous de nombreux complotistes. Donc l'entrée est payante. Donc ça a été un vrai problème pour les contrôles fiscaux, qui m'ont redressé sur le mariage quand même. Donc les invités, il y avait je sais plus combien de personnes, peut-être 80, 100, je sais plus. Et cette journée, je vais oublier la date jusqu'à ce qu'il y ait les contrôles fiscaux. Et même encore, je me trompe des fois. Je crois que c'est en 2012, le 13 juillet. Je crois que maintenant, ça y est, ça rentre. J'ai oublié pratiquement
toute cette journée. Parce qu'au fond, je savais que c'était un faux mariage, bien sûr, parce qu'en même temps, je voulais pas me marier avec lui, vu qu'il avait que des problèmes. Donc moi, j'avais aucun intérêt de me marier avec lui. J'avais pas envie, en fait. J'ai jamais voulu me marier. Mais donc j'ai joué le jeu comme ça. Et lui, non, c'est un vrai. Voilà, c'est que du cinéma. Hein, et c'est tout le temps comme ça. Donc c'est qu'en fait, on n'a jamais de réponse aux questions qu'on se pose. On sait pas. À partir de 2012, certains politiques, alertés par des associations comme SOS Racisme et le CRIF, prennent position contre les spectacles de l'humoriste. Ces derniers sont jugés antisémites et relevant plus du meeting politique que du spectacle vivant. En 2013, Dieudonné présente un nouveau seul en scène, Le Mur, dans lequel il s'attaque au présentateur de France Inter, Patrick Cohen, comme le révèlent ses extraits de compléments d'enquête, filmés en caméra cachée. C'est parti pour un show d'1h20 au programme. Des quenelles, bien sûr, un humour acide, et Christiane Taubira, ici aussi, comparée à un singe. Christiane Taubira, elle était nette. Elle a fait toute sa carrière sur la pleurniche des Noirs. Ouais, donc elle a dit François, enfin, il a dit, écoute, Chita, fous le camp. Mais ce qui obsède l'artiste, ce sont décidément les Juifs. Au détour de la plupart de ses sketchs, des salves antisémites, jusqu'à cette charge contre Patrick Cohen, l'animateur de France Inter, qui voudrait interdire l'humoriste d'antenne. Tu vois, lui, s'il m'entoure, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire ses valises. Moi, tu vois, quand je t'entends parler de Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz. De l'antisémitisme à l'état brut, et pourtant, ça plaît. Comme la chanson avec laquelle il clôt son spectacle, une reprise détournée d'un titre d'Annie Cordy, qui lui a valu d'être condamné. Cette même année, Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, lance une offensive afin d'interdire les spectacles de l'humoriste, allant jusqu'à adresser une circulaire au préfet. Le seul soutien politique dont bénéficie alors Dieudonné est le Front National. Dans cette bataille judiciaire, les comptes personnels et des sociétés du polémiste ont été passés au crible. Noémie Montagne a ainsi été visée dans le processus, étant gérante de la plupart des comptes en question. Et la compagne de Dieudonné entendue ce soir, on l'a appris tout à l'heure, à la gendarmerie d'Annette, c'est en Eure-et-Loire. Elle est entendue sous le régime de l'audition libre. Elle n'est donc pas placée en garde à vue. Son audition fait suite à la visite d'un huissier à son domicile lundi soir. Le couple est effectivement visé par une procédure de recouvrement, visite qui aurait en fait dégénéré. Elle raconte comment elle a vécu cette période. En fait, comme il parle tout le temps de lui, de ses projets, de ce qu'il fait, de ce qu'il a provoqué. C'était habituel. Il n'y avait rien de nouveau en fait. Au contraire, il a une espèce d'excitation, parce que comme il vit de ça, du chaos finalement, en fait, lui, on sent qu'il est content. C'est bizarre, hein, mais... Et d'un autre côté, on se dit, bon, c'est vrai que c'est lui qui est visé, donc on se dit, mais il est trop fort de le vivre comme ça. Et alors que moi, j'étais en première position quand même, au niveau des sociétés, mais je le voyais pas du tout comme ça. Je me dis non, et lui il me disait non mais c'est moi qui vole, t'inquiète pas. Ben si en fait, j'aurais mieux fait de m'inquiéter plus. Mais c'est toujours, il brouille les pistes en fait, pour pas qu'on soit trop conscient de tout. Ben, je disais, si c'était à refaire, c'était les doigts dans le nez. Parce que j'étais complètement à côté du truc, quoi. Ça m'a rien fait. Et d'ailleurs, les gens, quand j'arrivais au bureau, ils me disaient « Mais Noémie, comment vous faites pour tenir ?» Parce qu'apparemment, ça parlait en boucle, mais j'avais pas la télé, moi. Donc, je m'en foutais. Mais je pense que là, ouais, c'est encore plus déconnecté. J'étais déconnectée. C'est juste un jour, mon père, qui m'appelait jamais, hein, parce que j'ai pas trop de lien avec lui, qui m'avait appelé, oui, il était furieux, pas contre moi, ils disent ça, et moi je savais pas. Donc j'étais là, je me dis, l'autre il m'appelle pour me dire un truc que je m'en foutais en fait. Par contre, aujourd'hui, avec le recul, les perquisitions, la police, tout le temps il y avait la police, les enfants qui avaient peur, je me rends compte que maintenant. Et c'est pour ça que la violence, elle vient comme un boomerang. C'est tout d'un coup, tout en même temps.
C'est pour ça que ça a été très dur ces dernières années. Au fil de son témoignage, les propos de Noémie Montagne permettent de mieux cerner la personnalité de Dieudonné. Elle est notamment revenue sur l'imaginaire complotiste qui gravite dans les discours et les prises de position du polémiste. Un imaginaire également présent dans l'intimité. Au niveau du complotisme, c'est vrai que, comme tout le reste, il y a plein de choses qui gravitent autour de Dieudonné. Donc ça fait partie de sa construction à lui, de sa personnalité, de comment il construit ce qu'il y a autour. Et effectivement, avec Soral, c'était les Juifs contrôlent le monde, avec les banques, c'est que des Juifs. Il y a une anecdote qui venait empiéter sur le quotidien, c'est quand j'emmenais les enfants chez un médecin. C'était quand même un truc de fou. Il voulait toujours savoir si le médecin était pas juif. Et là, j'ai fait, mais il est grave. Et donc, il voulait jamais... il me disait, non, il faut changer. Je disais, ben non, c'est n'importe quoi. Ça va loin, en fait, dans son délire, parce qu'il y a de la paranoïa en permanence. On peut pas vivre comme lui. Enfin, moi, personnellement, je pouvais pas suivre tout son truc, quoi. Je disais, non, mais il nous enferme, en fait, à force. C'est dangereux. Alors Dieudonné, comme je le disais, pour les blagues, il teste sur son entourage. Et aussi tout ce qui est complot. Et j'ai un exemple, donc au Théâtre de la Main d'Or, il y avait le barman d'ailleurs, qui faisait des spectacles aussi, et il était parti sur la Terre est plate. On pourrait penser que c'est une blague, enfin, moi encore une fois, et ça hallucinant, mais Dieudonné était venu, il y avait un peu testé autour de nous, l'équipe au bureau, pour dire oui, mais quand même, et là il a vu que personne ne prenait, quoi, personne. Ça, non mais arrête, pas les... Mais il testait aussi sur nous la capacité à adhérer ou pas à des choses. Donc la Terre est plate, ça n'a pas marché, mais il y a d'autres choses où ça influence, voilà, comme son plus gros truc, c'est quand même les Juifs dominent le monde. Il y a aussi tellement de choses, la Lune. Donc lui, il pense qu'on n'est pas allé sur la Lune. Alors même s'il le dit en sketch, en rigolant, non, au fond de lui, il pense que c'est de l'arnaque. Il y a ça. Il y en a plein, en fait. Le 11 septembre, ça c'était pas mal aussi. Et toujours d'ailleurs. Ça c'est... Il y a les vaccins, en fait tout. Après toutes ces années, passées aux côtés de Dieudonné, et malgré l'emprise qu'elle dénonce, Noémie Montagne a eu une prise de conscience et a fini par le quitter définitivement. Il me disait tout le temps, pour me maintenir dans une attente permanente, dans 2 ans, t'inquiète pas, je vais arrêter les spectacles, etc. Mais c'était tous les ans, il me le disait. Dans 2 ans, dans 2 ans. Et moi, j'étais vraiment arrivée au bout de mes forces sur plein de choses. Et à un moment, il me disait dans 2 ans. J'ai dit d'accord, je l'ai pris au mot. Et donc, moi, j'ai loué une maison dans le sud-ouest. Je l'ai louée pour les vacances. Comme ça, je me disais, je suis originaire du sud-ouest, donc quand je descends, je viendrai. Donc, je l'ai louée en janvier 2018. Et puis, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il m'a à nouveau trompée. Bon, c'était la 30e fois, je pense. J'ai dit, moi, je vais vivre avec les enfants dans le sud-ouest. Et puis, voilà. Donc, je suis partie en août, un peu précipitamment parce que j'avais encore découvert qu'il me mentait. Je suis partie, et là, pour moi, j'avais un peu l'habitude de lui pardonner. Donc, il venait tous les 15 jours. Je sentais qu'il y avait un énorme malaise, et puis il me tenait le discours, mais non, c'est toi, Mais en fait, il me faisait payer le fait d'être parti, mais ça, il le dit jamais. Et puis, à un moment, donc dans ce truc qui a dégénéré, mes enfants sont partis là-bas une fois, et Plume a découvert des choses, et surtout que son père mentait. Et elle est revenue ici,
Et elle a commencé à me dire « Maman, t'es bête ». Je savais que j'étais... Mais je pensais pas que mes enfants voyaient, en fait. Exceptionnellement, vous retrouverez la suite de ce témoignage dans un prochain épisode. Après avoir déroulé sa vie commune avec Dieudonné, Noémie Montagne reviendra sur sa séparation et la reconstruction qui a suivi. Vous venez d'écouter Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Perrine Bontemps, préparé avec l'aide de Victor Motin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous aimez le podcast, vous pouvez le partager et nous laisser 5 étoiles pour le faire connaître. Conspiracy Watch a besoin de vous. Pour continuer à produire nos contenus originaux et en développer de nouveaux, nous lançons une levée de fonds. Pour y participer, rendez-vous sur notre page Ulule. Merci pour votre écoute et on se retrouve à la fin du mois pour la suite de ce témoignage. Vous avez entendu les voix de Dieudonné et d'Alain Soral, ainsi que des extraits de l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3, d'une conférence de presse à l'occasion des Européennes de 2009, des interviews d'Elie Semoun et Dieudonné sur le média Légende, d'un complément d'enquête sur France 2, d'un JT de BFM TV, ainsi que plusieurs extraits des spectacles de Dieudonné.